Je vous le demande, s'il vous plaît, abonnez-vous si le contenu vous plaît ou si vous regardez les vidéos de façon récurrente sans vous abonner. Je sais que c'est parfois relou pour vous, mais je vous assure que pour nous, ça compte beaucoup. Merci, surtout pour les petits créateurs. Merci. La Voix du pirate de Xavier Niel. Donc c'est pas lui qui l'a écrit, c'est un journaliste, il me semble, qui a interviewé tout simplement des proches à lui. Donc ça suit l'histoire de Xavier Niel, le fondateur de Free. On voit en fait ses débuts donc du Minitel, les trucs un peu sexe en ligne, machin, etc. Jusque Free, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était un roman biographique. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que Xavier Niel, c'est un type de banlieue qui était pas du tout prédestiné à réussir et qui en fait dès petit s'est passionné pour l'informatique. Et en fait, il a fait ses petits trucs, voilà, de nerd comme on dit, d'un peu de geekos. Dès très jeune, en fait, il avait déjà commencé à monter des sociétés. En fait, c'est quelqu'un qui est hyper débrouillard, qui toujours a essayé de faire en sorte de s'en sortir, de réussir, et ça a payé puisqu'aujourd'hui c'est l'un des seuls milliardaires en France. Et j'ai adoré le livre, c'était vraiment super sympa. Et puis aussi, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Xavier Niel, il a quand même eu une condamnation. Bon, ça c'est quand même glauque. Lui, en tout cas, bon, moi j'y crois, voilà, dit qu'il n'a pas du tout participé. En plus, la justice a estimé qu'il n'avait pas du tout participé aux histoires de proxénétisme, voilà, parce qu'il avait en gros des associés, il avait mis de l'argent dans un projet un peu sexe machin qui rapportait de l'argent. Il pensait que c'était juste un peu, vous savez, comme les histoires de Minitel ou de club machin, mais pas du tout. Il se trouve qu'il y a eu du proxénétisme. Il a été jugé, on a estimé qu'il faisait pas partie de l'histoire. J'estime qu'on n'a pas à remettre en cause ce jugement-là. Et mis à part ça, non, j'ai adoré. Par contre, je ne savais pas, j'étais choquée. Et d'ailleurs, c'est fou parce que je l'avais vu dans un TikTok en fait. Vous savez, Bernard Arnault dirige LVMH, donc Dior, Louis Vuitton, etc. Et il y a eu une histoire en fait à un défilé, puisque Zendaya est arrivée. Forcément, Zendaya, la reine, elle était au premier rang. Elle était juste à côté du coup de la team Bernard Arnault, donc de sa fille. Elle n'était pas très loin d'eux. Le styliste de Zendaya est quelqu'un de très connu, il s'appelle Lo Rock. Et en temps normal, son styliste, il est toujours à côté d'elle. Et là, en fait, il n'y avait aucun siège qui était réservé à son styliste. Donc, dans la vidéo, on voit Zendaya, où le garde, il lui dit de s'asseoir. Et en fait, Lo Rock, du coup, il n'y a pas de place devant, donc il comprend pas parce qu'il est habitué à être à côté d'elle. Et du coup, on lui dit du coup d'aller derrière. Allegedly snubbing her longtime stylist in recent Paris Fashion Week show. In the video which has gone viral and has prompted the... Et c'est quelque chose qu'il n'a pas supporté au point où il a dit « Je mets fin à ma carrière professionnelle ». Et en fait, il y a ce petit truc-là qui a été, on va dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais il y a eu aussi d'autres histoires qui font qu'il a mis fin à sa carrière. Dans ce défilé-là, dans cette vidéo-là, j'ai vu Xavier Niel tout devant, et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, Xavier Niel, le fondateur de Free, il s'intéresse au défilé de mode, j'ai pas compris. Et en fait, c'est pas qu'il s'y intéresse, c'est qu'il s'y intéresse par procuration du métier de sa femme. Et sa femme, c'est la directrice de Dior, et qui est sa femme? C'est la fille de Bernard Arnault. Là, j'ai oublié comment est-ce qu'elle s'appelle. Bref, elle a un prénom, mais en tout cas, Xavier Niel est marié à la fille de Bernard Arnault. J'étais choquée, je ne le savais pas du tout. D'ailleurs, au début, il n'était pas très content, le père Bernard. Mais sinon, non, le livre était vraiment génial. Je mets 8. Ensuite, le prochain livre, c'est Bon petit soldat de Mazarine Pinjot. Alors, comme je vous ai dit, je suis fan du coup maintenant de tout ce qui est roman biographique, mais également les films tout simplement biographiques qui retracent le parcours de personnes qui ont réussi. Il y a une chaîne YouTube que j'adore, c'est Un jour un destin. Et en fait, c'est une émission qui est présentée sur France 2 par Laurent Delahousse. Ce que j'aime bien en fait dans cette émission, c'est qu'on suit le parcours de personnes inspirantes, de personnalités françaises qui ont réussi, mais c'est des gens de notre, on va dire, génération. Et quand je dis notre génération, c'est on va dire ceux qui ont la quarantaine, mais également des personnalités de l'ancien temps. Ça me fait penser notamment à Robert Badinter, l'avocat, à Thierry Leluron, l'humoriste, et c'est plein de gens de l'ancien temps connus par nos parents que nous on ne connaît pas, et vraiment ça m'a fait découvrir tout un tas de monde. Je vous invite vraiment à découvrir cette émission et plutôt cette chaîne, donc c'est Un jour un destin puisqu'elle est géniale. Et dans cette émission là, j'ai fait la découverte de Mazarine Pinjot. Qui est Mazarine Pinjot? C'est la fille tout simplement cachée de François Mitterrand. François Mitterrand, président de la République de 81 à 96, a eu tout simplement une maîtresse. La femme officielle qu'on connaissait, c'était Danielle Mitterrand, mais lui avait une maîtresse depuis déjà 20 ans, je crois. Il avait 50 ans, elle en avait 18, c'est très glauque. Quand il l'a rencontrée, c'était la fille de son ami, ce qui est quand même très glauque. Son ami lui a dit « Ma fille monte à Paris, est-ce que tu pourrais la prendre sous ton aile ?» Bah il l'a bien pris sous son aile, hein, pas que sous l'aile qu'il l'a pris. Bref, bah ils se sont mis en couple et tout simplement ils ont vécu une
très belle histoire d'amour. Tout le monde est unanime pour dire que Anne Pinjot, c'est l'amour de la vie de François Mitterrand. Puis 5 ans après du coup sa naissance, il est devenu président de la République et là c'est devenu en fait un secret d'État. Elle avait des gardes du corps qui l'attendaient et qui étaient devant l'école à chaque fois pour surveiller tout simplement qu'elle ne se fasse pas kidnapper. Et personne n'en a rien su de ses 0 jusqu'à ses 19 ans. Elle a vécu dans l'ombre, ça a été un véritable secret. Et à ses 19 ans, il y a Paris Match en fait un jour qui devait faire une filature d'une star dans un parc. Ils se sont rendus, je crois que c'était dans un bureau de tabac, où ils ont commencé les journalistes à poser des questions sur cette personnalité-là. Ils ont dit qu'ils savaient rien sur elle. Par contre, ils lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il ne prenait pas des photos de Mazarine. Ce à quoi les journalistes ont dit qui est Mazarine. Ils ont dit mais c'est la fille de François Mitterrand. Et les gens ont dit quoi? Ils ont dit bah oui. Et en fait, ils ont mené l'enquête. Et ça a mis des mois et des mois, mais ils ont finalement réussi à avoir un cliché qui valait de l'or. En fait, la plupart du temps, quand Mazarine et son père se retrouvaient, c'était toujours bien évidemment des réunions secrètes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elle n'est jamais sortie de ses 0 à ses 19 ans avec son... Si, en fait, je dis des bêtises. Ils sont déjà sortis les deux ensemble dehors pour se promener, mais c'était toujours très secret, très caché. Et puis, en fait, toute sa vie, Mazarine Pinjot n'a jamais pu dire qui était son père. À chaque fois qu'on lui demandait, elle disait que son père était avocat. Quand elle avait 5 ans et que son père a été élu président de la République, elle l'a vu à la télé. Le lendemain de son élection, elle est partie à l'école, elle avait 5 ans. Il y avait, vous savez, à l'époque, à l'école, les photos des présidents de la République. Elle a pointé du doigt, elle a dit « c'est mon papa, le président de la République, c'est mon papa ». La directrice, elle a entendu, tout le monde la prenait pour une menteuse, mais la directrice, elle a été bizarrement intriguée par ça. Elle a appelé la maman, du coup, Anne Pinjot, pour demander si c'était vrai. Et Anne Pinjot a dit « ma fille n'est pas une menteuse ». Donc elle a pas démenti, elle a, on va dire, à demi-mot avoué. Et en fait, à partir de là, elle a compris qu'il fallait pas qu'elle le dise. Donc toute sa vie, elle a dit que son père était avocat. Et bref, à 19 ans, du jour au lendemain, alors que ça a toujours dû être un secret, tout a été déballé. J'ai vraiment adoré en fait son histoire. J'ai trouvé ça fou quand même d'être un secret d'État, d'être gardé à ce point. Ce titre-là s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui est énorme. Et voilà, c'est là où on a fait la découverte de son existence. Et en fait, Bon Petit Soldat, ça parle des prochaines élections de 2012, du coup, donc c'était les élections de François Hollande. Et en fait, on suit un peu les élections de François Hollande, on suit en parallèle un petit peu sa vie, et ça nous parle très légèrement de son passé avec son père. Et vraiment, là, je vous parle du livre Mon Petit Soldat, c'était un bon livre, je mets 7 sur 10, mais je vous invite vraiment à aller voir le documentaire Un jour un destin, parce que j'ai trouvé que c'était une histoire de fou. Alors là, le prochain livre, c'est Vers la beauté. Forcément, je savais que en parlant de David Foikinos, les gens allaient forcément s'attendre à ce que je parle de Vers la beauté, puisque c'est l'un des livres les plus appréciés de cet auteur. Ça suit l'histoire d'Antoine Duris, qui est un professeur d'art et qui du jour au lendemain va quitter son très bon poste pour devenir gardien au musée d'Orsay. Et c'est quelque chose que personne ne va comprendre, sa sœur, ses proches, tout le monde s'inquiète. Il s'était aussi, si je ne dis pas de bêtises, fait larguer par sa copine très récemment. Et donc bref, il a quitté son poste du jour au lendemain, il est venu s'installer à Paris, personne n'a compris. En fait, s'il a fait ça, c'est parce qu'il a un lourd secret en lui qu'il ne peut pas révéler et qu'il a rongé et il a décidé de quitter sa vie du jour au lendemain. En parallèle de ça, on a également l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Camille et qui, elle, a pour rêve vraiment, c'est de devenir peintre, d'être dans l'art, etc. Et en fait, elle va faire la rencontre du couple d'amis de ses parents, notamment, je sais pas en fait si je peux expliquer ça, mais en gros, elle va faire la rencontre du couple d'amis des parents et en fait, on va essayer vraiment de l'aider à devenir artiste. Et en fait, malheureusement, Camille, elle va être frappée par un drame et ce qui va se passer, c'est que les vies de Camille et d'Antoine vont être liées. Il va aussi y avoir Mathilde qui a recruté du coup Antoine et qui ne comprend pas pourquoi est-ce que il a quitté son poste pour devenir gardien et qui va mener l'enquête. Et en fait, ces 3 vies-là, elles vont se confondre et c'est un livre qui est absolument magnifique. Et je vous avoue même que la fin, elle m'a un peu retournée. Donc tous ceux qui sont sensibles, je vous invite un peu à faire gaffe. Moi personnellement, je pense que c'est pas du tout un livre que j'aurais dû lire à ce moment-là parce que ça m'a vraiment touchée, vraiment blessée et j'ai eu un peu de mal à m'en remettre. Je mets 9 sur 10 parce que le livre était exceptionnel. Étant donné que le livre m'a retourné, j'ai ensuite décidé de mettre une pause à David Foikinos puisqu'il me restait en vérité seulement un livre à lire de cet auteur. Et étant donné que ce livre-là m'avait bouleversée, j'avais peur que le premier livre dont j'entendais le plus parler le soit tout autant. Donc j'ai lu Tu le sais bien, le temps passe, Souvenir de Catherine Ney. Donc Catherine Ney, c'est une journaliste des années...
je crois 80, 90. C'est une très grande journaliste, donc forcément au cours de sa carrière, elle a fait la rencontre des personnalités les plus importantes, notamment politiques, à savoir François Mitterrand, puis Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy, François Hollande, en passant un tout petit peu par Emmanuel Macron. On a aussi parlé de DSK et en fait j'ai adoré en fait son style d'écriture et la façon dont elle la raconte. J'ai trouvé que c'était merveilleux. La politique, c'est un sujet auquel je me suis intéressée cette année. Je vous avais fait part du fait que je voulais vraiment apprendre de nouvelles choses et dans ces nouvelles choses, il y avait la politique parce que je vous jure qu'il y a à peine 6 ou 7 mois, on me demandait t'es de gauche ou de droite. Je pouvais même pas te dire c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite, qui est président de gauche, qui est président de droite. Je ne comprenais absolument rien et maintenant je sais. Je me suis dit quand même, Suzanne, t'as 22 ans, il serait temps quand même de t'y intéresser un minimum. Et j'ai adoré en fait m'intéresser à la politique. En fait, il y a beaucoup de ragots. Rien que l'histoire de Mazarine Pinjot, la François Mitterrand, il se passe plein de choses, c'est génial. Vraiment, j'ai adoré. Tous les petits ragots, les trucs croustillants, franchement, c'était exceptionnel. Et en fait, ce qu'elle raconte dans son livre Catherine Ney, c'est pas que les trucs, on va dire, boring ou gnangnan. Il y a plein de choses croustillantes. Du coup, forcément, elle nous parle de François Mitterrand avec sa fille. Elle a expliqué une anecdote qui est ouf. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui pourrait pas se faire aujourd'hui. Paris, c'est vraiment un endroit où tu peux croiser beaucoup de personnalités. Et donc, un jour, elle est au café avec une amie et elle voit que juste à côté, il y a François Mitterrand. François Mitterrand qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore président. Il y a une poussette à côté de lui et il y a un bébé. Et forcément, c'est François Mitterrand, même si qu'il n'est pas encore président de la République, ça a été un candidat. Il s'est quand même présenté, François Mitterrand, 3 fois. Il s'est battu pendant 20 ans pour être président. Et donc, tout le monde le connaît et tout le monde le regarde au café. Et lui, il y prête pas du tout attention. Juste à côté, il y a une poussette et en fait, les deux filles, donc Catherine Ney et son amie, elles se disent « Oh, elle est jolie, la petite fille de François Mitterrand. » Sauf qu'en fait, c'était pas ça. Et elle a expliqué que, en gros, à l'époque, c'est quelque chose, en fait, qui, de toute façon, a fini par se savoir, mais c'était encore très petit, très fermé, les gens ne savaient pas vraiment. Et en fait, c'est quand François Mitterrand était avec le bébé, la façon dont il se comportait avec le bébé, qu'elle a compris un petit peu, on va dire, qui elle était. Mais à l'époque, et ça c'est quelque chose que j'adore, même si les gens savaient, personne ne disait rien, puisqu'on estimait que c'était la vie privée du candidat et que ça n'avait pas à être dit. Et ça c'est quelque chose qui, aujourd'hui, ne se fait plus du tout. Tout ce qui est privé devient public, tout est mélangé. Et aussi, elle expliquait que forcément, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les téléphones, un truc comme ça, en un clic, c'est diffusé. Et à l'époque, en fait, ils vivaient leur vie tranquillement. Et je trouve ça ouf. Et en vrai, je trouve ça génial, cette époque-là. Vraiment, ils vivaient leur vie tranquillement. Donc, elle parle de ça. Pour Jacques Chirac, un jour, elle est allée à un salon de coiffure. Et il se trouve que ce salon de coiffure-là était tout simplement fréquenté par la femme de Jacques Chirac. J'ai oublié son nom, Bernadette. Et en fait, elles ont commencé à devenir copines. Et à chaque fois, en fait, quand elles se croisaient, elle lui racontait que elle en avait marre de son mari, donc Jacques Chirac, parce que c'était un gigolo, qu'il allait voir toutes les femmes. Et elle disait même avec Jacques Chirac, les femmes, ça galopait. Donc c'est pour dire vraiment son mari, il était chaud bouillant. Et d'ailleurs, petite anecdote, le jour où Lady Diana est décédée, forcément on a besoin du président, puisqu'elle est décédée en France. Et où était le président? Tout le monde la cherchait partout, personne ne savait. Et le président était avec sa maîtresse. Ouais, c'est des anecdotes comme ça qu'on raconte. C'est pas que les trucs politiques, bien évidemment, ça parle de loi, etc. Mais beaucoup de croustilles. Surtout du croustille, je trouve. Et j'ai vraiment adoré. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, en vrai, c'est un peu deux destins similaires quand ils ont pris leur fonction, parce que en fait ils se sont battus tout le long pour devenir président, et une fois qu'ils ont été présidents, ils étaient au sommet de leur carrière, mais ils étaient au plus bas de leur vie personnelle. Et c'est pour ça, encore une fois, que je vous ai dit que j'adore lire des romans biographiques, parce que du coup ça permet de se rendre compte qu'en fait les gens ne sont pas si heureux que ça. En fait, ça battait de l'aile dans leur vie personnelle, mais ça, c'est des choses que personne ne savait. Donc j'ai adoré. Et François Hollande, l'histoire de Valérie, enfin vraiment, il y a plein de croustilles. Je savais même pas, du coup, pour Nicolas Sarkozy, qu'en fait, sa femme, c'était, on va dire, un peu son souffre-douleur. Lui, il l'aimait, elle l'aimait pas. Enfin bref, j'ai adoré le livre. Il fait, je crois, 500-600 pages. Et je pense que pour toutes celles et ceux qui veulent s'intéresser un peu à la politique de façon un peu plus légère, c'est un très bon livre. J'ai lu Le potentiel érotique de ma femme. Alors, c'est aussi un livre de David Foikinos. Je l'avais commencé déjà un peu avant, mais je l'avais pas terminé parce que j'avais un peu de mal, et finalement je l'ai terminé puisque j'ai un objectif de 24 livres à lire. Je m'étais dit, j'étais littéralement à 60% du livre, je me suis dit bon, 60%, autant continuer, il me reste que 40%, et c'est ce que j'ai fait. Alors l'histoire, si je me souviens bien, c'est un type qui est avec sa femme, ça se passe plutôt bien, ils ont un couple d'amis. L'amie, un jour, elle va être un peu trop entreprenante avec lui, elle va lui faire des choses qu'elle devrait pas, lui il va essayer de repousser tant bien que mal. Ensuite, avec sa femme, il se trouve que ce type-là, il a quelques addictions. Et ce qui va se passer, c'est que un jour, sa femme, elle va nettoyer les vitres.
d'accord? Et il va kiffer en fait cette image-là de sa femme et il va devenir complètement accro. Au point en fait où il va faire exprès de salir les vitres de chez eux à chaque fois pour qu'elle le nettoie. Et en fait à chaque fois, tous les jours, elle est là, elle nettoie et elle comprend pas pourquoi c'est sale. Et lui il remet une couche. Vraiment, il fait que ça. Et le livre était un peu bizarre. Si je dois mettre une note, je dirais que c'est le livre du coup que j'ai le moins apprécié de l'auteur. Il n'était pas nul, mais il n'était pas exceptionnel. Voilà, David Foikinos nous a pondu mieux, je mets 6. Même pas, non, je suis une menteuse. Je crois que j'ai moins aimé même que Kilomètre Zéro. Je mets 5 ou 4. Ensuite, lu Charlotte de David Foikinos. C'était le numéro 1 des recommandations, donc c'est celui que je devais lire à la toute fin. C'est l'histoire de Charlotte Salomon. C'est une histoire vraie. On suit du coup l'histoire de Charlotte qui vit à Berlin et en fait, elle a perdu sa mère et les circonstances, si je ne dis pas de bêtises, autour de sa mère au début sont un peu floues. Elle vit avec son père chirurgien qui va refaire sa vie avec Paula, une très célèbre chanteuse. Tout se passe bien dans leur vie, puis du jour au lendemain, il y a la guerre qui débarque. Ils vivent à Berlin même, donc c'est chaud pour eux. Ils vont commencer à voir un petit peu la montée de l'antisémitisme avec le musée dédié aux juifs, etc. Et ça va être quelque chose de très difficile. Puis il y a un moment en fait où ils vont plus pouvoir rester, ils vont fuir, ils vont partir. Charlotte, elle a ses grands-parents qui sont très 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 protecteurs envers elle. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au sein de la famille, il y a une malédiction. Une malédiction auquel ils sont pas encore tout à fait préparés. Enfin, du moins, Charlotte n'est pas encore préparée, mais qui fait tout simplement peur à la grand-mère. C'est-à-dire que la tante de Charlotte, donc la sœur de sa mère, est décédée d'un suicide. Et puis en fait, il y a plein d'autres femmes dans leur famille qui sont décédées d'un suicide. Et donc du coup, c'est une malédiction qui fait extrêmement peur. Et tout simplement, on suit son parcours de vie à travers la guerre et c'est un livre qui m'a bouleversée. Là il y a aussi l'intrigue parce qu'on se demande est-ce qu'elle va mourir du coup en se suicidant elle-même ou tout simplement si ça va être la guerre qui va faire qu'elle va mourir, son histoire d'amour, son père, est-ce qu'elle va s'en sortir, enfin c'est quelque chose qui va être très 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 compliqué et c'est tout simplement un livre qui est exceptionnel. Mais quand je vous dis exceptionnel, j'ai adoré, il m'a remué vraiment. Je comprends pourquoi est-ce que les gens le mettent en numéro 1 des recommandations. Je mets 9 sur 10. Je peux pas vous décrire à quel point le livre est bien. Franchement là je vous l'ai vendu n'importe comment. Le livre est exceptionnel, aucun mot. Si vous devez lire des livres de David Foikinos, je vous conseille Le Mystère Henri Pic, La Délicatesse, Charlotte, Vers la Beauté. Vers la Beauté, encore une fois, si vous êtes sensible, faites très attention. Il y a des sujets notamment comme le suicide ou encore comme le viol, donc faites gaffe. C'est la fin de la deuxième partie. On se retrouve demain pour la troisième et dernière partie.